Bonjour les amis de la Corée, c'est Axel du club littéraire coréen La Corée, le temps d'un café. Aujourd'hui, je vais vous présenter 18 romans coréens. Alors, on commence avec le premier, Fille de la mer de Marilyn Brart. Je vous lis le résumé. Il est parfois plus difficile de respirer en dehors de l'eau que dans les profondeurs des vastes océans. Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Anna et sa petite sœur Amy appartiennent à la communauté Haenyeo, au sein de laquelle ce sont les femmes qui font vivre leur famille en pêchant en apnée. Un jour, alors qu'Anna est en mer, elle aperçoit un soldat japonais sur la plage qui se dirige vers Amy. Aux deux filles, on a maintes fois répété de ne jamais se retrouver seule avec un soldat. Craignant pour sa sœur, Anna rejoint le rivage aussi vite qu'elle le peut et se laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme des milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. Ainsi commence l'histoire de deux sœurs violemment séparées. Alternant entre le récit d'Anna en 1943 et celui d'Amy en 2011, Fille de la mer se lit au rythme des vagues et dévoile un pan sombre et bouleversant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Au fil du récit, par la grâce de leur lien indéfectible, les deux héroïnes nous ramènent vers la lumière, où l'espoir triomphe des horreurs de la guerre. Je vous présente maintenant le deuxième roman, Les billes de Pachinko d'Elisa Choi du Sapin, 144 pages parues aux éditions Zoé en 2018. Alors je vous lis le résumé. Claire passe l'été chez ses grands-parents à Tokyo. Son idée, convaincre son grand-père de quitter quelque temps le pachinko qu'il gère. Aider sa grand-mère à mettre ses affaires en ordre et les emmener revoir leur Corée natale, où ils ne sont pas retournés depuis la guerre, il y a 50 ans. Le temps de les décider à faire ce voyage, Claire s'occupe de Mieko, une petite japonaise à qui elle apprend le français. Entre les cultures coréennes, nippones et européennes, voici l'entrée dans la trentaine d'une femme aux identités multiples. Un roman de filiation qui explore avec art les liens rongés par l'histoire, la naissance d'une affection pour une enfant. Elisa Choi du Sapin excelle à décrire l'ambivalence propre aux relations familiales, les cruels malentendus qui vont pourtant de pair avec un attachement profond. Elle dépeint l'intériorité de ses personnages dans une atmosphère empreinte d'une violence feutrée. Ensuite, nous avons 3 générations de Sang Sop-yom, 560 pages, aux éditions Zoé, paru en 2017. Dans la famille Jo, 3 générations se côtoient. Le grand-père, patriarche enrichi, conservateur et autoritaire. Le père, homme moderne, mais faible, qui a embrassé le christianisme en même temps que la boisson et les femmes. Et le fils, étudiant déjà marié et père de famille, qui sympathise avec des istes d'obédience étrangère. Nous sommes à la fin des années 1900 dans une Corée sous domination nippone. Ces 3 hommes et leurs proches se cherchent, se heurtent et se querellent. Lorsque la santé du grand-père se détériore, les intrigues d'alcôve se déchaînent. Qui sera l'héritier ? Ce récit, paru en 1931 sous forme de feuilleton, est un classique de la littérature coréenne, passionnant par ses rebondissements autant que par son réalisme, d'une grande modernité littéraire. Après ses études au Japon, Yeom Sang-sop, donc l'auteur, 1897-1963, retourne en Corée où il travaille comme journaliste et défend l'idée d'une littérature nationale. Auteur de récits et de romans, il devient le pionnier du réalisme et du naturalisme coréen. En 1928, après 2 nouvelles années au Japon,
il entre au quotidien Chosun Ilbo, où 3 générations paraîtra sous forme de feuilleton en 1931. L'auteur est couronné de nombreux prix littéraires, dont le prix de la paix de l'Asie. Voilà, on a quitté les romans qui traitent de la période de la guerre, et on va aller dans des thématiques plus légères. Encore que, bon, en tout cas, ce sont des romans qui ont lieu après la guerre. Alors, le 4e roman que je vous propose, parce que je déteste la Corée, de Kang Myung-chang, 176 pages, paru aux éditions Philippe Piquier en 2017. Kena, la narratrice, quitte la Corée où elle ne se sent pas à sa place. La jeune femme, indépendante, qui ne supporte plus les carcans sociaux, décide de s'installer en Australie. Mais là-bas, tout ne se passe pas comme elle l'avait envisagé. Donc à la fin de la vidéo, je vous lirai un extrait de ce livre-ci. Alors, livre suivant, Hiver à Sokcho, de Elisa Choi du Sapin. 144 pages, paru aux éditions Zoé en 2016. À Sokcho, petite ville portuaire proche de la Corée du Nord, une jeune franco-coréenne qui n'est jamais allée en Europe rencontre un auteur de bande dessinée venu chercher l'inspiration depuis sa Normandie natale. C'est l'hiver, le froid ralentit tout, les poissons peuvent être venimeux, les corps douloureux, les malentendus suspendus et l'encre coule sur le papier implacable. Un lien fragile se noue entre ces deux êtres aux cultures si différentes. Ce roman délicat, comme la neige sur l'écume, transporte le lecteur dans un univers d'une richesse et d'une originalité rare à l'atmosphère puissante. Le 6e roman que je vous propose à propos de ma fille, de Hye Jin Kim, 176 pages, paru aux éditions Gallimard en 2022. À Séoul de nos jours, une trentenaire en difficulté demande à sa mère de l'accueillir chez elle quelque temps. Cette dernière accepte à contre-cœur. Sa fille ne souhaite pas s'installer seule, mais avec sa partenaire. Aussitôt, dans ce huis clos, un climat de malaise naît entre les 3 femmes. La mère souffre devant la nature incompréhensible à ses yeux de ce couple. Face à un mode de vie qu'elle désapprouve, tant il nie la tradition coréenne du mariage et de la famille, elle oscille entre honte et colère. Alors que les idéaux de la fille se heurtent au sens des convenances de la mère, une réconciliation est-elle seulement possible ? Un premier roman où l'intime et la délicatesse se côtoient pour aborder ce qui est encore considéré comme un grand tabou en Corée. À propos de ma fille est aussi une invitation touchante à découvrir des femmes coréennes tiraillées entre tradition et émancipation. Le 7e roman que je vous propose, Ma très chère grande sœur de Ji Yong-gong, 192 pages, paru aux éditions Philippe Piquier. Alors, je n'ai pas l'année sur mes notes. Au cœur de l'enfance de l'auteur brille le sourire de Bong-swan. Maltraité et affamé, Bong-swan s'est réfugié chez eux il y a des années. Pour autant, elle n'occupe pas une place égale à celle des autres enfants de la famille. Elle reste une subalterne, une petite bonne. Mais pour Chang-ha, c'est sa très chère grande sœur, qui dort dans sa chambre, la porte sur son dos partout où elle va. Surtout, elle est une porte ouverte sur un monde différent, comme si on franchissait une ligne interdite. Sincérité et émotion sont les 2 forces traversant ce récit qui ne cachent rien, n'enjolivent rien. On est bien souvent bouleversé par la lucidité de ce regard d'enfant sur le monde des adultes et les injustices qui le déchirent. Et toujours rayonne la figure de Bong-swan, généreuse et joyeuse.
répondant aux répondant au malheur par son fameux grand sourire. Le 8e roman que je vous propose de découvrir, Tout quitter d'Anaïs Vanel, 192 pages aux éditions HarperCollins, paru en 2021. Un jour, j'ai acheté un berlingot. J'ai mis quelques cartons dans le coffre et je suis partie. J'ai pris la route comme ça. Après ma journée de boulot, comme on part en week-end, j'ai avalé les kilomètres en écoutant King of the Road de Roger Miller. Et enfin, les pins, les dunes, les embruns, l'appartement. J'ai éventré les cartons, trouvé mon maillot de bain, et je suis allée me jeter dans les vagues. C'est l'histoire d'une fille qui change de vie. Au rythme des saisons et des vagues de la Sud, la grande plage près de laquelle elle vient de s'installer, Anaïs retrouve les souvenirs qui habitent en elle. Devant l'étonnante simplicité des choses, au bout, il y a la réconciliation avec soi. Tout quitter, est-ce le retour au paradis fantasmé de l'enfance ? Anaïs Vanel, autrefois éditrice, se consacre aujourd'hui à l'écriture et à sa nouvelle vie sur la Sud. Tout quitter est son premier roman. Le 9e roman que je vous propose s'intitule Celui qui revient de Han Kang, 220 pages, Le serpent à plumes, paru en 2016. Mai 1980. Une junte militaire a pris le pouvoir en Corée du Sud, quelques mois plus tôt. Après une spectaculaire manifestation d'opposants à Séoul, la ville de Gwangju se mobilise à son tour. Face à la répression, elle se soulève, portée par le mouvement étudiant et syndical pour la démocratie. La répression menée par l'armée est féroce. Les civils, la foule, la jeunesse deviennent des cibles. Dans la ville ensanglantée, un jeune garçon erre à la recherche de ses camarades. Dans une maison d'édition, une jeune femme travaille sur un texte censuré. Dans le présent, des rescapés se souviennent, et toutes ces âmes tourmentées demandent à trouver la paix. Sur une trame historique encore douloureuse, dans le style pur et éthéré, empreint de bouddhisme qui lui est propre, la romancière, Han Kang, se positionne face à la résurgence d'une certaine idéologie autoritaire et rend hommage aux martyrs de la démocratie coréenne. Le 10e roman que je vous propose s'intitule Le jour du chien noir de Seo Woo-si, je ne sais pas comment prononcer, comme c'est écrit en alphabet latin. Si Woo-song, 400 pages, paru aux éditions Gallimard en 2022. Complot pharmaceutique et dépression. Deux voisins se croisent dans la cage d'escalier. Leurs épaules se frôlent. L'un en prend ombrage et interpelle l'autre, qui devient fou de colère et le tue. Un avocat stagiaire est chargé de chercher des éléments pour nourrir sa défense. C'est l'été. Une femme est retrouvée morte dans la montagne. Elle porte une tenue d'hiver de randonnée. Un inspecteur est chargé de l'enquête. Il découvre que cette femme appartenait à un groupe de parole animé par un homme qui lutte contre les antidépresseurs et crie au complot pharmaceutique. Peu à peu, les deux enquêtes convergent et les soupçons autour du groupe de parole se font plus précis. Le 11e roman s'intitule Bienvenue de Yi-Sol Kim, 170 pages, paru aux éditions Philippe Piquet en 2013. Yun Young est prête
a tout pour conquérir une vie meilleure. Elle doit porter à bout de bras un bébé, un compagnon bon à rien, une sœur poursuivie par ses créanciers, un frère accro aux jeux d'argent ainsi qu'une mère étouffante. Elle a décroché un emploi de serveuse dans un restaurant qui se révèle être une maison de passe clandestine. Un roman qui témoigne crûment de la brutalité des rapports sociaux et de la condition faite aux femmes en Corée. Une réalité connue de tous, mais qui reste soigneusement occultée. Yoon-young se débat contre la pauvreté et résiste à la violence et au mépris grâce à son insurmontable énergie, qui, seule, lui permet de garder espoir. Le 12e livre que je vous propose, Fleur noire de Young Hakim. 493 pages, paru aux éditions Philippe Piquier en 2009. Fleur noire raconte l'histoire vraie de 1033 Coréens partis émigrer au Mexique au début du XXe siècle. Paysans, chasseurs de baleines, soldats, chamans, eunuques, voleurs à la tire ou nobles de sang royal, tous fuient leur pays, envahi par le Japon. Vendus à leur insu à des propriétaires terriens pour travailler sur des plantations de sisal, ils doivent s'adapter à des conditions de vie effroyables sur une terre hostile. 44 d'entre eux s'enfoncent dans la jungle pour rejoindre la révolution qui a éclaté au Guatemala et fondent un État éphémère sur le site maya de Tikal. Kim Yong-ha s'est longuement documenté pour écrire l'incroyable destinée de ces Coréens partis à l'autre bout du monde chercher une vie meilleure et qui, par l'expérience de la faim, des souffrances, des espoirs et des révoltes, se sont fondus dans l'histoire mouvementée d'un peuple et d'un continent qui n'étaient pas les leurs. Dès que j'ai commencé à écrire, dit Yong-ha, l'image de la fleur noire m'a hantée. Il n'existe pas de fleur noire dans notre monde. Il faut mélanger toutes les fleurs pour obtenir cette couleur. Son roman a été couronné du prix Dong-in, le plus prestigieux des prix littéraires coréens. Je vous lirai un extrait à la fin de la vidéo. Je trouve ce sujet très intriguant et aussi peu connu du grand public. Le 13e roman que je vous propose s'intitule Le chant des cordes de Hoon Kim, 304 pages, paru chez Gallimard en 2016. Le vieux roi de Gaïa se meurt. Ara, l'une de ses demoiselles d'honneur, s'enfuit dans la nuit afin de ne pas être enterrée vivante avec lui, selon la coutume en vigueur. Tandis qu'elle s'échappe, 30 autres élus sont conduits à leur dernière demeure et Uruk, le maître de musique, est convoqué à la cour afin de trouver le son parfait pour accompagner les funérailles royales. Yarrow, le forgeron, est lui aussi rappelé à son devoir. On lui demande non seulement de réarmer le pays, qui est sous la menace du royaume voisin de Sheila, mais aussi de couler les fondations de la tombe du souverain défunt. Dans un roman épuré se déroulant dans la Corée du VIe siècle, Kim Hoon évoque des destins individuels à l'ombre de l'histoire de leur pays, secoués par la violence et la guerre. Malgré le bruit et la fureur du monde extérieur, tous sont à la recherche de leur vérité intime, tout comme le musicien Uruk est en quête du parfait chant des cordes. Le 14e roman que je vous propose, Je vais ainsi, de Hwang Chun-gun, paru, alors c'est quelle édition? Chez Zoé, alors j'ai pas l'année sur mes notes, il fait 240 pages. Il y a Sora, la grande sœur douce et rêveuse, Nana la cadette,
déterminé et libre, et Naki, le frère de cœur qui cache un lourd secret derrière son sourire fêlé. À tour de rôle, ils prennent la parole et racontent. Leur rencontre et l'enfance dans l'appartement commun, un demi-sous-sol divisé en deux par une cloison, le séjour de Naki au Japon, d'où il est revenu changé, la grossesse de Nana, enceinte d'un homme qui n'est pas encore son mari. À travers le récit croisé de ces voix qui reflètent chacune un imaginaire propre, événements et situations se déploient dans toutes leurs nuances. Lumineuse ou mélancolique, d'une fraîcheur candide ou d'une sourde violence, l'écriture de Hwang Chung-eun saisit la trajectoire de ces personnages tellement attachants, capte leurs contradictions et leurs espoirs. Le 15e livre que je vous propose, La route de Sampo de Hwang Sok-yong, paru chez Philippe Piquier, il fait 141 pages. Un homme se souvient de son enfance auprès de Tae-gung, la jeune fille qui s'occupait de lui. Les herbes folles ont poussé sur les ruines de son quartier, dévasté par la guerre, où erre Tae-gung, devenue folle elle aussi. Blessures et failles de l'existence trahissent de même un soldat coréen envoyé au Vietnam, un champion de lutte un peu naïf et gigolo, ou deux journalistes en route pour Sampo en compagnie d'une prostituée. À travers ces 4 récits, Hwang Sok-yong révèle les déchirements d'un pays tout entier. L'auteur est né en 1943, il fait sûrement partie des plus grands écrivains asiatiques de sa génération. Il a produit une œuvre qui reflète les tourments traversés par la Corée. Son engagement lui a valu l'exil et la prison. La plupart de ses romans, comme Le Vieux Jardin ou Shimchong, la fille vendue, ont été récompensés par de prestigieux prix littéraires et sont lus dans le monde entier. Auteur courageux et dissident du temps de la dictature, Hwang Sok-yong est adulé par les étudiants et les intellectuels coréens. Il a obtenu de nombreux prix littéraires et fait partie des quelques écrivains qui sont lus et appréciés, aussi bien au sud qu'au nord. Le 16e livre que je vous propose, Génération B de Kang Myung-chang, 300 pages, chez Decrescendo en 2019. Génération B raconte l'histoire d'un groupe de jeunes étudiants âgés d'une vingtaine d'années qui, considérant qu'ils n'ont pas leur place dans la société, élaborent le suicide parfait mûrement réfléchi. Pour que la chute soit dure, ils agissent dans le temps, s'appliquent à franchir les étapes selon le seul modèle de réussite en Corée, intégrer l'une des meilleures universités, puis un grand groupe comme Samsung. C'est lorsque le succès leur tend enfin les bras que la machine peut s'emballer. Sur un site baptisé pourquoituvis.com, des vidéos de suicide sont publiées selon un agenda bien précis, faisant bientôt la une de la rubrique Faits divers des grands journaux. Le site internet gagne en audience et le phénomène se propage comme une traînée de poudre. Voilà la revanche de ces jeunes contre la société qui les a broyés. Chang Kang-myung, né en 1975, a été journaliste pendant plusieurs années avant de se lancer dans l'écriture de fiction. Sa connaissance des sujets d'actualité qui agitent la société coréenne sert une écriture factuelle, où sont confrontés les espoirs des jeunes et la réalité sociale. Dix-septième livre que je vous propose, Hors les murs de Hwang So-pak, 450 pages, paru aux Ateliers des Cahiers en 2012. Texte autobiographique romancé, il décrit avec empathie et humour l'enfance et la jeunesse de la romancière dans une Corée bouleversée par l'occupation japonaise et la guerre de Corée.
Mêlant destin individuel et histoire d'un pays, il tisse les drames avec brio et finesse, offrant à la littérature un important témoignage. Les lecteurs ne s'y sont pas trompés. En Corée, où il s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires, et aux États-Unis, où la traduction anglaise a été acclamée par la critique. Le 18e livre, Monsieur Han, c'est le 18e et le dernier. Monsieur Han, écrit par Sok-Yong Hwang, paru aux éditions 10-18 en 2004. Il fait 126 pages. Récit saisissant de la vie d'un médecin pendant la guerre de Corée. Monsieur Han est une œuvre charnière dans la littérature coréenne contemporaine. Séparé de sa famille, brutalement plongé dans un univers de corruption et de suspicion, Monsieur Han est confronté aux effets pervers de sa nouvelle situation. À travers ces tribulations, Hwang Sok-yong dresse le portrait d'un monde divisé entre le Nord et le Sud, en pleine tourmente idéologique, entre soumission et trahison, lucidité, parfois cruelle, et pur idéalisme. D'où la beauté pathétique de son personnage, candide, pris malgré lui dans l'engrenage de l'histoire. Voilà, et je vais maintenant consulter ma liseuse pour vous lire des extraits de quelques livres. Alors, je commence avec Parce que je déteste la Corée de Chang Kang-myung. C'est un avant-propos. Pourquoi j'ai décidé de partir? En 2 mots, c'est parce que je déteste la Corée. Kiena, 27 ans, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi décide-t-elle de tout quitter? Son pays, sa famille, son boulot, tout ça pour émigrer en Australie alors qu'elle ne parle même pas l'anglais. Mais Kiena a tout prévu, enfin presque. Elle quitte son petit ami à l'aéroport, laisse derrière elle la compétition, la hiérarchie et le moule trop étroit de la société coréenne. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. La coloc, les rencontres, les petits boulots ou encore les puces de lit, tout ne se passera pas exactement comme elle l'avait prévu. Et pas facile d'échapper au racisme, aux préjugés et à l'esprit de classe. Mais quel bonheur de se réinventer loin des siens. Kiena nous ressemble, avec sa bonne humeur, sa jeunesse et son désir de vivre, dans cette comédie enlevée. Elle est aussi la voix d'une nouvelle génération de femmes pour qui le monde est à conquérir. C'est un roman qui a été traduit du coréen par Lim Yong-hee et Mélanie Basnel, donc chez Piquet. En 2000, il a été écrit donc en 2015 et traduit et paru en français, en langue française en 2017. Donc je vous lis le tout début qui s'intitule Turtle Man. Le jour de mon départ pour l'Australie, j'ai officiellement rompu avec Tim Yong, mon petit ami, à l'aéroport d'Incheon. Tim Yong avait pris la voiture de son père pour m'y emmener. Ma famille a beau compter 5 membres, nous sommes tellement pauvres qu'aucun de nous n'a de véhicule. Heureusement que Jim Yong était là, sinon ça aurait été une corvée de trimballer ma grosse malle et ma grande valise en toile jusqu'à l'aéroport. Jim Yong était assis au volant, moi sur le siège passager. Mes parents étaient à l'arrière, mes 2 gros bagages dans le coffre. Bref, c'était un peu grotesque comme départ. Ma mère a répété 3 fois de suite. Kiena, si c'est trop dur, tu rentres quand tu veux. Prends soin de ta santé et ne néglige pas ton alimentation sous prétexte d'économiser de l'argent. À l'enregistrement, mes bagages dépassaient le poids autorisé. J'ai donc dû ouvrir la valise en toile et en sortir quelques livres rangés au fond. Mon père les a enroulés dans son coupe-vent
de randonnée et les a serrés contre son cœur. « Tu vas revenir, je le sais, » a dit Tim Yong en m'étreignant devant le portique de sécurité. « Je t'attendrai. » À quelques pas de là, mes parents nous ont regardés, l'air surpris. J'ai vite éloigné mon visage de celui de Tim Yong. Comment pouvait-il dire une chose pareille ? Je commençais déjà à le détester. Toi et moi, c'est fini pour de bon, c'est officiel. C'est avec cette phrase en tête que j'ai avancé vers le portique de sécurité. Avant de me mettre dans la file d'attente, j'ai jeté un œil derrière moi. Ma mère, de l'autre côté de la vitre, agitait frénétiquement la main. Lorsque ses yeux ont croisé les miens, elle a dit quelque chose, sûrement sa rengaine. « Si c'est trop dur, tu rentres quand tu veux. Prends soin de ta santé et ne néglige pas ton alimentation sous prétexte d'économiser de l'argent. » Mon père, mes livres enveloppés dans sa veste, maintenus en boule contre sa poitrine, se tenaient là, penauds, le visage triste. À côté d'eux, Tim Yong pleurait. Pourquoi je suis partie ? En 2 mots, c'est parce que je déteste la Corée. Et en 3, c'est parce que je ne peux pas vivre dans ce pays. J'entends déjà fuser les reproches. Et alors, on n'a pas le droit de détester le pays où on est né ? C'est si terrible que ça. Je ne suis pas en train de hurler des slogans du genre « Tuons tous les Coréens » ou « Mettons le feu à l'ambassade de Corée ». Je n'ai pas non plus pour projet d'organiser un boycott quelconque. Et je n'ai jamais brûlé un seul drapeau. Pas mal de gens acquiescent, bien gentiment, quand des Américains disent qu'ils détestent leur pays ou que des Japonais déclarent avoir honte du leur. Non, ils trouvent que ça se justifie. Si je ne peux pas vivre dans mon pays, c'est parce qu'en Corée, je ne suis vraiment pas quelqu'un de compétitif. Je suis un peu comme un animal, victime de la sélection naturelle. Je ne supporte pas le froid. Je suis incapable de me battre de toutes mes forces pour atteindre un but. Et je n'ai hérité, ni n'hériterai jamais, d'aucun patrimoine. Mais tout ça, ça ne m'empêche pas d'avoir le culot d'être salement exigeante. Je veux travailler près de chez moi, qu'il y ait suffisamment d'infrastructures culturelles dans mon quartier, que mon boulot me permette de m'accomplir personnellement, etc. Je chicane sur ce genre de choses. Tu sais, ces animaux qu'on voit souvent dans les documentaires sur la savane africaine, les gazelles de Thomson, celles qui se font manger par les lions, il y en a toujours une qui gambade un peu à l'écart et finit par se faire dévorer. Eh bien voilà, je suis un peu comme celle-là. Elle ne fait rien comme les autres, passe son temps à se plaindre qu'ici il y a de l'ombre, que là-bas l'herbe est trop rêche. Bref, elle s'isole du groupe et devient la cible d'un prédateur. Mais j'ai beau être une gazelle de Thomson, je ne peux quand même pas rester sans rien faire pendant qu'un lion s'approche de moi. Je dois au moins essayer de m'enfuir à toutes jambes. C'est pour ça que j'ai quitté la Corée. Je sais bien qu'il est plus élégant d'affronter ses ennemis et de remporter la bataille que de s'enfuir. Et alors, qu'est-ce que je devrais faire ? Me montrer solidaire des autres gazelles de Thomson et faire face au lion ? Tandis que je faisais la queue devant le guichet de contrôle des passeports, mes règles se sont déclenchées. J'hésitais à aller aux toilettes pour ne pas perdre ma place dans la file, mais en réalité, prendre le temps de la réflexion n'était pas vraiment une option. Un caillot de sang, aussi gros qu'une huître, était en train de sortir de mon corps.
Je me suis précipitée aux toilettes et j'ai vu que ma culotte était déjà passablement tachée. J'avais une serviette hygiénique dans mon sac à main, mais pas de sous-vêtements de rechange. Après avoir essuyé un maximum de sang avec du papier toilette, j'ai fixé ma serviette hygiénique dans ma culotte souillée. Je n'avais pas d'autre choix. Mes règles ont commencé plus tôt que d'habitude, sans doute à cause du stress. À vrai dire, à peine monté dans l'avion, le découragement s'était immédiatement abattu sur moi. Incapable de comprendre la phrase « Would you like something to drink ?» J'avais fait répéter l'hôtesse 3 fois de suite. Elle m'avait finalement donné un coca avant de partir. Tout en essayant de calmer mon cœur qui battait à tout rompre, je me préparais à répondre aux questions du contrôleur de passeport. « Quel est le but de votre visite ?» Ou « C'est votre premier séjour en Australie ?» Mais il ne m'a rien demandé. Il a juste regardé la photo sur mon passeport, puis mon visage, et m'a rendu mes papiers en me disant « Thank you » avec indifférence. C'est seulement après avoir fait quelques pas, mon passeport à la main, que je me suis rendu compte que j'aurais dû lui répondre « You're welcome » ou « Have a nice day ». J'ai alors murmuré pour moi-même « Have a nice day ». C'est ainsi que j'ai franchi la frontière, enseignant. Ma valise en toile était pleine à craquer, comme je n'arrivais pas à la descendre en un seul coup de carrousel à bagages. J'ai failli monter sur le tapis roulant et la suivre. Ses roues faisaient un bruit assourdissant. Je voulais sortir un sous-vêtement pour pouvoir me changer dans les toilettes, mais c'était impossible. Ma malle et ma valise étaient tellement grandes qu'elles ne rentraient pas dans la cabine des toilettes, et je n'avais personne à qui les confier. Faute de pouvoir, faute de solution, j'ai passé la douane avec ma culotte tachée de sang. J'ai avancé en me répétant intérieurement « Nothing to declare ». Le douanier m'a simplement demandé en désignant ma valise « Kimchi? No kimchi ?» Un couple qui s'occupait d'un centre d'aide aux étudiants coréens en Australie était là pour m'accueillir. Mais j'avais honte de sortir mes sous-vêtements devant eux. Finalement, je suis montée dans leur voiture sans pouvoir me changer. Le couple m'a emmenée dans un logement provisoire où je devais rester une semaine. C'était une habitation à 2 niveaux, avec un jardin et un garage, le genre de maison à toit rouge collés les unes aux autres, qui font penser à un tableau. « C'est très joli, vous ne trouvez pas ?» a dit la femme, plutôt bavarde, en descendant du véhicule. « Si vous n'arrivez pas à trouver de logement définitif, vous pouvez rester ici. Je peux vous faire un prix sur le loyer. » Pour la première fois, mon cœur s'est gonflé un peu d'enthousiasme. Mais elle n'est pas entrée par la porte principale de la maison. Elle a ouvert celle du garage attenant. Cet espace, d'à peine 17 mètres carrés, avait été transformé en chambre, avec un bureau et un lit, pour pouvoir être loué. Et le loyer journalier était plus élevé qu'un hôtel de bon niveau. Mais ça, je ne l'ai compris que plus tard. Voilà, je m'arrête ici pour la lecture de l'extrait de ce livre-ci, et je vais poursuivre avec un deuxième livre. Donc je poursuis avec Fleurs noires de Kim Yong-ha, traduit du coréen par Lee Myung-hee et Françoise Nagel, aux éditions Piquier-Poche. Fleurs noires raconte l'histoire vraie de 1033 Coréens partis émigrer au Mexique au début du XXe siècle. Donc vous vous souvenez, dans la lecture du résumé, je vous l'avais déjà lu. Alors je vais passer. Et je vais commencer. Donc elle donne la liste des personnages principaux. Première partie, voilà, et on commence au chapitre 1. La tête enfoncée sous l'eau, au milieu des plantes aquatiques ondulantes du marais, Lee-jong vit une multitude d'images défiler devant ses yeux. Des scènes qui s'étaient déroulées dans le port de Chemulpo, des épisodes qu'il croyait avoir oubliés depuis longtemps. Ils étaient tous là. L'eunuque, joueur de flûte, le prêtre,
le prêtre défroqué, le paxu, la jeune fille à l'odeur de sang et de chevreuil, la famille impériale ruinée, les soldats démobilisés et affamés, le coiffeur d'un grand révolutionnaire. Le visage radieux, alors je vous cherche en même temps, voilà l'image, excusez-moi. Le visage radieux, il s'était rassemblé devant un bâtiment de style japonais sur la colline de Chemulpo et attendait Ijong. Mais pouvait-il les voir aussi clairement alors que ses paupières étaient closes, se demanda-t-il. Intrigué, il rouvrit les yeux, et tout disparut. L'eau croupie du marais noya ses poumons. Un pied chaussé d'une botte militaire lui poussa la tête un peu plus profondément dans l'eau. Chapitre 2. Ils venaient de loin. Des grains de sable crissaient sous leurs dents. Un vent sec secouait les toiles de tente. Dans la patrie qu'ils avaient quittée, la guerre se poursuivait. En février 1904, le Japon avait déclaré la guerre à la Russie. Bientôt l'armée japonaise avait débarqué sur la terre de Choson, occupé Séoul et attaqué les navires russes amarrés dans le port de Luchuan en Chine. En mars de l'année suivante, les 250 000 soldats de l'armée japonaise menés par Hiro Oyama livraient un combat acharné à Mukden, en Mandchourie, et remportaient la victoire malgré la perte de 70 000 des leurs. Pendant ce temps, l'amiral Heihachiho Togo mettait avec impatience l'arrivée de la flotte russe de l'amiral Rodjesvensky partie de la Baltique. Celle-ci, après avoir passé le cap de Bonne-Espérance, faisait route vers l'Extrême-Orient, ignorant tout du tragique destin qui l'attendait. Son anéantissement total devait la rendre tristement célèbre dans l'histoire. Au printemps de la même année, des foules innombrables commencèrent à affluer dans le port de Chemulpo. Mendiants, hommes aux cheveux courts, femmes en vêtements traditionnels, gamins morveux, toutes sortes de gens composaient cette multitude. Depuis que le roi Kojong avait décrété 10 ans plus tôt que les hommes devaient se couper les cheveux, les coiffures courtes étaient à la mode. Le souverain, qui avait dû renoncer à son chignon sous la pression japonaise, avait, pour comble de malheur, au cours de la même année perdu sa reine, tombée sous les coups d'assassins envoyés par son propre père, allié des Japonais. De misérables Japonais avaient brûlé en pleine rue le cadavre de la reine poignardée. Le roi, ayant perdu à la fois les cheveux qu'il laissait pousser depuis sa petite enfance et l'épouse avec laquelle il avait si longtemps vécu, s'était réfugié auprès de la légation russe, d'où il avait tenté de restaurer son pouvoir. En vain. Quelques années plus tard, son royaume devenait un empire et lui-même un empereur. Mais un empereur sans aucune autorité. À la même époque, les États-Unis d'Amérique gagnaient la guerre contre l'Espagne et mettaient la main sur les Philippines. Les ambitions des grandes puissances occidentales en Asie ne cessaient de croître. L'empereur sans pouvoir avait perdu le sommeil. Depuis son ouverture, le port de Chemulpo connaissait une animation grandissante grâce à l'afflux des marchandises nouvelles venues du Japon, de Chine et d'Occident. Partout des enseignes en chinois, en japonais et en anglais témoignaient de son activité florissante de grand port international. Sur les flancs de la colline se dressaient les résidences des Japonais et leurs consulats, bâtisses élégantes de style Renaissance italienne. Mais l'absence d'arbres sur les collines alentour et sur les îles au large de la ville les faisait ressembler à de vastes amoncellements de tourbes. Malgré leur nombre, les maisons dont le toit de chaume touchait presque le sol étaient si basses qu'on les distinguait à peine de loin. Dans les rues, des enfants aux pieds nus suivaient en courant le portefaix coréen au front ceint d'un bandeau blanc. Un groupe de Japonais passa en toute hâte devant le consulat.
Malgré le soleil printanier, elle marchait les yeux fixés au sol. Pardon, c'était un groupe de japonaises qui passait en toute hâte. Les sentinelles, en uniforme noir, fusil à baïonnette à la main, leur jetèrent un regard à la dérobée. Le cortège de kimono dépassa une bâtisse en bois de style européen dont la façade portait l'inscription « Consulat d'Angleterre ». Un occidental en sortit et descendit vers le quai. Au loin, la flotte japonaise qui avait participé à la bataille de Luchuan faisait voile vers le sud, arborant le drapeau de la victoire. À l'avant, des navires, les canons bien graissés, brillaient au soleil. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la fin de cet extrait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'il vous aura permis de découvrir un peu plus les thématiques abordées par les romans coréens parus ces dernières années. On a la chance maintenant en France d'avoir de plus en plus de traductions, parce que c'est ça aussi, on avait aussi un problème que la littérature coréenne est assez riche, mais comme on est en France, si elle n'est pas traduite en français, on y a difficilement accès. Et je pense que voilà, c'est une bonne nouvelle. On a donc de plus en plus de maisons d'édition qui permettent cela, et on ne peut que s'en réjouir. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré à en savoir plus sur ces livres, et peut-être, par chance, auriez-vous l'envie d'en découvrir un plus profondément. Je vous rappelle que pour acheter les livres, vous pouvez vous rendre dans la librairie de votre choix. Vous pouvez également aller sur amazon.fr. Pour retrouver la Corée le temps d'un café, nous avons notre compte Instagram. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.